Mon fils et mes neveux n'ont rien vu. Ils étaient assis sur ces deux chaises-là et tout à coup, ils lèvent la tête et ils sont entourés d'une dizaine de personnes, armées, cagoulées, et sans aucun échange. L'un d'eux a poignardé Ryan. Ryan s'est écroulé, malgré cette tristesse à laquelle je suis condamnée à perpétuité. Une vraie perpétuité. Je préfère être la mère de Ryan plutôt que la mère de l'un de ses sœurs. Quand ses chaussures, sa chemise, ses AirPods deviennent des instruments de torture. Je suis Kira Lemouchi. Je viens de Toulouse. Je suis médecin psychiatre. Mon mari est médecin urgentiste. Et jusqu'à mai 2023, nous étions parents de 5 enfants. Parce qu'en effet, la nuit du 20 mai 2023, notre fils Ryan, qui était chirurgien dentiste, fraîchement diplômé, qui venait travailler à Paris depuis quelques mois seulement, a été victime d'une agression, ou plutôt d'un crime gratuit sur la voie publique à la commune des Lilas par un groupe d'individus sans aucune raison. Mon fils ne le connaissait pas et eux non plus. Leur choix s'est porté sur lui d'une façon totalement arbitraire. Ils étaient 10 et lui, il était avec ses 2 jeunes cousins. Ils étaient juste là, en train de prendre l'air parce qu'ils venaient juste de manger. Et ils sont sortis prendre l'air 5 minutes avant de repartir chez lui. Bonjour Kira. Bonjour. Ça fait 1 an et demi, c'est ça que les faits se sont produits? Ça s'est passé en mai 2023, donc là on est en janvier 2025. Ça fait 1 jour. Ouais, c'était hier pour toi? C'était hier. Tu te souviens ce que tu faisais ce jour-là? Ce jour-là, malheureusement, j'étais pas là. J'étais même pas en France, j'étais en Algérie avec mes parents. Et cette nuit-là, on s'apprêtait à aller au lit avec mon mari parce que j'étais partie juste avec mon mari. Quand le téléphone a sonné, que mon frère au téléphone était en pleurs. Il disait Ryan est mort. Au départ, on n'y a pas cru parce que qu'est-ce que ça veut dire Ryan est mort? Quand on vous annonce que votre fils est mort, 25 ans, ben, vous ne l'entendez pas. Je ne l'entendais pas, je pensais vivre un cauchemar ou une erreur. Il doit y avoir une erreur, la phrase ne collait pas. Mon cerveau était prêt à dissocier. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Mais comme Ryan faisait de la moto, j'ai dit c'est la moto ou il a fait un accident de moto? Et mon frère, il me répond non. Ryan a été assassiné. Et là, je ne sais plus. C'est comme si le temps s'est figé à ce moment-là. Avec mon mari, on ne savait pas quoi faire. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. On s'est mis tous les deux à faire des prières pour pas sombrer dans la folie, parce qu'il fallait qu'on s'accroche à quelque chose de dur, de solide, de protecteur. Et de suite, on a appelé nos 2 familles respectives. Et en quelques minutes, la maison était pleine. Et encore là, je voyais mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs arriver. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je vois les gens pleurer et je me disais, mais pourquoi ils pleurent? J'étais rentrée dans un état de déni un peu? De déréalisation. C'était pas réel.
Ce qui nous arrive n'est pas réel. C'était la nuit. Et plusieurs fois, je me disais, non, là, tu fais un cauchemar. Tu vas finir par te réveiller. À ce moment-là, Kira, avec ton mari, est-ce que vous avez tous les deux les détails de ce crime, de cette agression? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, ou est-ce que vous êtes uniquement dans la peine, mais sans avoir les tenants et les aboutissants? On n'était même pas dans la peine, on était dans le choc. On était dans le choc et comment repartir, parce qu'on était à Skikda, comment repartir de Skikda jusqu'à Alger, jusqu'à Paris. On était dans l'organisation et dans le choc surtout. Et en plus, c'était un week-end de Pâques. Il n'y avait plus de billets. Enfin, on a galéré déjà pour avoir un billet de Constantine à Lyon, après de Lyon à Paris. Je vous passe les détails et le chagrin de tout ce trajet. Même avec mon mari, je lui semblais étrangère et il me semblait étranger. Il s'est passé quelque chose qui a brisé tous les liens, en fait. Je n'osais pas le regarder, il n'osait pas me regarder, je n'osais pas regarder mes enfants. Mes enfants n'osaient plus me regarder. On se fouillait tous. C'était un climat très, très particulier. Puis j'arrive à Bichat à 17h avec mon mari. Donc c'est l'hôpital? Oui. On arrive avec... on trouve tous nos enfants. Enfin, là-bas, déjà, ils étaient venus avant nous. Notamment mon fils aîné et le petit dernier qui ont pris la route depuis Toulouse. Ils ont roulé toute la nuit pour arriver à Bichat le matin. Eux, ils ont vu leur frère encore à l'hôpital. Nous, quand on arrive à 17h, c'était trop tard. Ils l'avaient déjà transféré à l'Institut médico-légal. Donc, je ne l'ai pas vu cette nuit-là. Il a fallu que j'attende le lendemain pour le voir à l'Institut médico-légal. Il était allongé, couvert d'un drap blanc, derrière une vitre. C'était plus lui. Il était pâle et immobile. Ryan était quelqu'un de très taquin. Alors j'étais là devant lui et je me disais, peut-être qu'à un moment donné, il va dire « Je vous ai eu ». C'est pas vrai. Mais il était bien mort. Le médecin légiste a confirmé qu'il a été bien poignardé au niveau de l'artère fémorale à 2 reprises. Et que la blessure était très profonde. Que la blessure à cette profondeur, ça c'est pas les dires du médecin légiste, c'est nos conclusions. Une blessure aussi profonde, elle ne pouvait parvenir que d'une main très décidée à le tuer. C'était pas pour faire peur. C'était pas pour montrer sa force. C'était un coup mortel à 2 reprises. Et non seulement on a su par la suite qu'ils ont poignardé à mort Ryan parce qu'il s'est écroulé dans la seconde qui suit, mais ils ont aussi essayé de poignarder mon neveu. Puisqu'il était accompagné, Ryan, de 2 de ses cousins, c'est ça? Ils étaient pratiquement devant la maison de ma sœur. Ils venaient juste de finir le repas, donc les 2 cousins, ils l'ont accompagné. Ils ont assisté impuissants à cette agression, à ce crime. Ils auraient pu être eux-mêmes victimes de ce crime. Je pense que les assassins, quand ils ont vu Ryan s'écrouler, le sang gicler, ils n'ont pas insisté. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont poignardé en quelques minutes. Même pas, peut-être moins d'1 minute. Parce que mon fils et ses cousins étaient assis là où il y a la rue de l'Égalité. La plaque rue de l'Égalité était là. Il y a 2 chaises que la mairie a installées pour le repos des riverains. C'est une rue très tranquille d'habitude.
Derrière, il y a un cimetière. Quelques mètres, il y a la base Vigipirate. Et à 4 minutes, il y a le commissariat des Lilas. Tout autour, il y a des immeubles avec des centaines de balcons qui donnent sur l'endroit où Ryan est mort. Mais tout ça, ça ne les a pas arrêtés. C'est un groupe qui s'est chauffé toute l'après-midi. Au moins d'une dizaine de personnes, ça c'est pas un secret parce que c'est dit partout dans la presse écrite et même sur quelques médias. Ils ont marché du Prince Saint-Gervais jusqu'au Lilas, pratiquement 1 kilomètre. Ils étaient pratiquement tous armés, c'est pas moi qui le dis aussi, plusieurs médias et plusieurs revues de presse le disent. Quel type d'armes? Des couteaux, des bâtons, des armes blanches. Et au moment où ils sont arrivés, peut-être à proximité, mon fils et mes neveux n'ont rien vu. Ils étaient assis sur ces 2 chaises-là. Et mon fils était en train de préparer le week-end d'après, parce qu'il devait partir en week-end avec ses copains. Et il était en train de montrer à ses cousins un modèle de voiture qu'il devait louer pour partir en week-end. Mon fils était tout le temps dans l'action, dans la vie. Avec des projets? Tout le temps, depuis petit. Il avait tout le temps un projet en cours. Il ne restait jamais sans projet. Toute sa vie était comme ça, programmée. Il y avait toujours quelque chose à atteindre, un but à atteindre, quelque chose à faire. Mais toujours dans le bien. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais juste pour vous dire qu'ils avaient le regard baissé parce qu'ils regardaient les voitures, le modèle de voiture à louer. Et tout à coup, ils lèvent la tête et ils sont entourés d'une dizaine de personnes, armées, cagoulées, et sans aucun échange. L'un d'eux a poignardé Ryan. Ryan s'est écroulé. Ils ont essayé de poignarder le neveu. Il avait à peine 18 ans, même pas, il avait 17 ans à cette date-là, parce qu'il est né en juin. Et ils sont partis, hilars, euphoriques, en poussant des cris de joie. Ça t'a été raconté par les témoins, par tes neveux? Il y a mes neveux et il y a d'autres témoins aussi qui ont vu cette scène, qui ont vu la scène du départ. Le Parisien dit que les cousins de Ryan étaient impuissants. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté de ce moment? Mes neveux sont des enfants qui ont grandi dans une famille très intellectuelle, où il y a beaucoup de dialogue, où la parole circule, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Cette violence, ils ne l'ont jamais vue. Tout comme Ryan. Cette violence, on ne l'a jamais vécue. Pour Ryan, c'est pareil. Ryan est né à Agen, une petite ville du Lot-et-Garonne, surtout à l'époque où Ryan est né. Et les années qui ont suivi, quand il a grandi à Agen, dans la commune de Foulayron plus précisément, c'est une zone très tranquille, très sereine, très sécure. Tout le monde pouvait se promener à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour sans jamais craindre pour sa vie. C'est le souvenir que je garde de cette ville, parce qu'après on est parti vivre à Toulouse. Mais même à Toulouse, qui est une grande ville quand même, nous, notre famille, du moins, on n'a jamais été confrontés à une violence pareille. On entend parler des fois de règlements de compte entre gangs ou des groupes qui seraient mêlés à la drogue ou autre chose. Mais on entend parler de ce genre de choses. Mais jamais, nous, personnellement, on a été confrontés, parce qu'on a toujours habité un peu en périphérie, dans des zones tranquilles. Ryan, petit, il était scout. Donc très
pré-ritualisé un peu sur l'ordre, sur l'autonomie, sur beaucoup de choses. Après, il a fait de l'équitation, il a fait des arts martiaux, il a fait plein de sports. Il n'a pas eu la vie facile, parce que quand on parlait comme ça de Ryan, on croit que c'est un fils de riche qui a grandi dans le coton. Bien qu'il soit fils de 2 médecins, Ryan, c'était un garçon très autonome. Dès l'âge de 18 ans, il a sillonné toutes les rues de Toulouse pour faire de l'Uber Eats, parce qu'il voulait gagner son propre argent. Par lui-même? Par lui-même. Pendant les vacances scolaires, je veux dire. L'année d'après, il a travaillé dans une société qui fait préparation de commandes. En plein mois de juillet, il partait avec des doudounes et des bonnets et des gants parce qu'il travaillait à moins 3 degrés. Et toute la nuit, il portait des caisses pour financer un voyage qu'il voulait faire en Thaïlande avec ses copains. L'année d'après, c'était, je crois, le Covid. Il a travaillé tout l'été aussi pour le dépistage, pour le Covid. Et j'en passe. Il a fait plein de petits boulots que j'ai oubliés maintenant, mais il a toujours, dès qu'il a grandi un peu, il a éprouvé ce besoin d'être autonome financièrement, même si on a payé ses études, mais sur le plan loisir ou les choses qu'il lui fallait à lui, il ne nous a jamais demandé de l'aider pour les faire, il le faisait lui-même. Il a toujours travaillé sur lui-même, même petit, il était un peu hyperkinétique, vous voyez, hein, les enfants qui bougent beaucoup. Et malgré ça, il a lutté contre ça pour devenir chirurgien dentiste. On ne lui a jamais mis un traitement pour ça, mais avec ses propres moyens et les aides, on va dire, qu'on lui proposait, non médicamenteux, il a lutté contre cette hyperkinésie pour se concentrer, pour étudier, pour être thésé à 24 ans. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Il était très, très pressé de finir ses études, mais il les a réussi haut la main. Petit encore, il avait une tendance aussi à prendre du poids facilement. Et il a travaillé sur ça avec des régimes alimentaires, du sport. Et il est mort avec un corps de rêve. Il n'a pas eu... Chacun de nous, parce que quand on parle comme ça, les gens ils vont vous dire oui, mais les gens du quartier, ils ont des problèmes, ils ont ceci, ils ont cela. Tout le monde a des problèmes. L'homme, tant qu'il vit sur Terre, chacun de nous a des souffrances. Mais après, comment nous gérons nos souffrances, chacun de nous gère sa souffrance, c'est ça qui va faire la différence entre des citoyens qui sont dans la construction, dans l'amour, dans l'empathie, dans le don de soi, et d'autres citoyens qui sont dans une pulsion de mort, de destruction de tout ce qui est beau. Tu n'acceptes pas le terme collatéral, victime collatérale de rivalité interquartier. C'est ce qu'on peut lire dans de nombreux articles sur Internet, parce que pour toi, Kira, il est juste victime. Je refuse complètement ce terme. Je le refuse complètement parce que ça ne reflète en rien la réalité. Victime collatérale, ça veut dire que vous et moi, nous sommes là, dans un espace où il y aurait des risques. On va partir, par exemple, dans un quartier où il y a une vente ou un point de vente de drogue ou autre, et nous, on est là, et quelqu'un vient régler le compte au vendeur, et nous, avec. Là, on est des victimes collatérales. Complètement. La définition ne peut pas s'appliquer à Ryan, parce que Ryan n'a pris aucun risque. Ryan sortait d'un repas de famille, dans un quartier sécure. Je vous ai dit, il était à 4 minutes du commissariat, il était à côté d'une base Vigipirate, dans une rue qui n'est généralement fréquentée que par les riverains qui marchent dans cette rue, généralement pour se dégourdir les jambes. Moi-même, j'ai fait des centaines de fois cette rue sans jamais rien voir. C'est pas le côté, c'est le côté des Lilas le plus sécure. Il n'a pris aucun risque. Il était là avec ses cousins, juste quelques minutes avant de repartir chez lui, et un groupe arrive de nulle part. Alors, les gens ils vont vous dire la différence entre crime et assassinat, meurtre et assassinat, c'est que l'assassinat, la personne est désignée par son nom. Oui, ils ne l'ont pas désigné par son nom parce qu'ils ne connaissent pas le nom, ils ne savent pas qu'il s'appelle Ryan Lemouchi, mais ils ont désigné l'acte, ils ont désigné la personne, ils l'ont désigné comme étant une proie, c'est celui-là qu'on va tuer, et ils l'ont tué. Pour moi, c'est un assassinat. Après, je ne suis pas juriste, on ne peut pas m'en vouloir
d'utiliser un terme qui n'est pas approprié, mais pour moi, quand on désigne quelqu'un, même si on ne connaît pas son nom, c'est un assassinat. Oui, puisque l'affaire est en cours. Bien sûr. L'enquête est toujours en cours. Oui. On rappelle que ça reste très récent. Les faits se sont produits il y a 1 an et demi. Tu le disais en introduction, pour toi, Kira, c'est hier que ça s'est passé. Parce que ma vie est figée depuis. Moi, à chaque fois qu'on me dit on n'a pas retrouvé l'arme du crime, je leur dis ne la cherchez pas. Elle est là. Elle est pointée bien au milieu de ma poitrine depuis ce jour-là. J'ai beau prendre ce que je veux comme médicament. J'ai beau me distraire comme je peux. L'arme du crime, elle est là. Tout le temps. Au-delà de la mort de Ryan, je me dis souvent, Ryan n'est plus dans la vie. Il n'est plus dans la vie qu'on vit. Il est loin de tout ça. Même s'ils ont achevé sa vie précocement, qu'ils l'ont privé de sa vie, de ses projets. Ils ont privé même son entourage, de sa vitalité, de l'amour qu'il nous apportait. Parce que c'était quelqu'un de très, très affectueux, très solaire, très souriant, très taquin. Quand il arrivait à la maison, c'était la tornade. Parce qu'il taquinait l'un, il rigolait avec l'autre, il bousculait l'un, il faisait rire l'autre. Il créait vraiment la vie, c'était un garçon très vivant. C'était un garçon extrêmement solaire. Quel est le profil, Kira, de ce groupe dont tu parles? Tu dis qu'ils étaient une dizaine, qu'ils ont désigné ton fils, Ryan, comme une proie, et qu'ils sont passés à l'action, qu'ils sont partis en riant, comme si c'était une victoire, quelque part, pour eux. Je pense que quand on est normalement constitué, on ne comprend pas ça. Quel est le profil de ces jeunes? Est-ce que tu en sais plus? Pour que je réponde à cette question, il faudrait que je les voie et que je m'apprête au jeu du psychiatre pour étudier leur personnalité. Mais je ne les ai pas rencontrés. En tous les cas, pas comme je voudrais. Mais d'après ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, la suite des événements, ça, c'est pas un secret aussi qu'ils ont été insolents avec la police, avec même durant l'instruction, plus qu'insolents, et qu'ils ont été totalement méprisants vis-à-vis de Ryan et vis-à-vis de nous, la famille de la victime. Pour eux, Ryan, c'est personne. C'est il. Ils n'ont pas de regrets pour toi? Je ne pense pas qu'ils ont des regrets, parce qu'ils auraient des regrets, l'enquête aurait avancé plus vite. L'enquête n'avance, si l'enquête aujourd'hui, comme toutes les enquêtes d'ailleurs, l'enquête, elle prend du temps parce qu'il y a besoin de recueillir des ceci, de cela. Des témoignages, parce qu'on peut lire dans Le Parisien que l'instruction s'annonce difficile face au silence des mises en cause. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le groupe, dont a toute sa puissance, c'est un groupe tout puissant, un groupe qui se croit au-dessus de la justice, au-dessus de la société, au-dessus de la moralité, au-dessus du bien, au-dessus du mal. Un groupe qui se substitue à Dieu, qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, et qui doit mourir plutôt. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas, ils restent dans le silence face aux questions, face à l'instruction, aux demandes de témoignages? C'est un groupe, je pense, comme tous les groupes, parce que ce n'est pas la première affaire qui se passe comme ça. Souvenez-vous, peut-être que vous êtes trop jeune, mais souvenez-vous, l'assassinat ou le meurtre de Kevin, le fils de la pédiatre d'Échirolles. Le groupe qui a assassiné
Kevin et Sofiane en 2012 a eu la même attitude. Le mépris, le silence jusqu'au bout. Mais ils ont des parents. Ils ont des parents, ces jeunes qui ont commis ce crime. Ils ont une famille. Je l'ai déjà dit dans une autre chaîne, le média, juste après le décès de Ryan. Je pense que c'est difficile de dire qui est responsable de cette situation. Mais certainement que les familles de ces jeunes ont une grosse responsabilité. Parce que c'est aux parents de montrer le bien et le mal, de désigner l'interdit. Ça, il n'y a pas besoin d'être docteur en philosophie pour désigner l'interdit à un enfant. Et l'interdit, la vie humaine, c'est un interdit qui a été désigné par l'humanité depuis la nuit des temps, dans toutes les religions. Tu ne tueras point. Et c'est pareil dans les autres religions. D'ailleurs, quand il vous arrive quelque chose, vous vous consolez, vous vous dites, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, ça veut dire que ce n'est pas trop grave, c'est rattrapable. Mais quand il y a mort d'homme, quand vous êtes devant le cadavre d'un jeune de 25 ans, quand vous l'enterrez de vos propres mains, quand vous videz son appartement, quand vous n'osez plus rentrer dans sa chambre, quand ses chaussures, sa chemise, ses AirPods deviennent des instruments de torture. Je me demande comment on peut faire, ou ne pas faire, ou quoi faire, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, ou juste pour produire ce genre d'individus. L'interdit, le mal, le bien, l'amour de soi, l'amour des autres, c'est pas à quelqu'un d'autre de l'enseigner à l'enfant, c'est les parents qui doivent l'enseigner. Moi, je sais que, je l'espère, tous mes enfants, Ryan, puisqu'on parle de lui en particulier aujourd'hui, est un enfant qui a été aimé, dont on a pris soin, qu'on a accompagné dans ses difficultés, dans ses facilités, à qui on a donné énormément d'amour. Et Dieu merci, on lui a dit qu'on l'aimait toute sa vie. Et il le savait qu'on l'aimait. Et il nous le rendait bien. Et il le rendait même autour de lui. Ses amis jusqu'à aujourd'hui sont en souffrance parce qu'ils parlent tous de ce côté chaleureux, affectueux, aidant, empathique de Ryan. Moi, je sais que même si je devais refaire aujourd'hui l'éducation de Ryan, s'il devait revenir dans la vie, que je devais refaire son éducation, je ne pourrais pas faire plus. Et vous savez quoi? Malgré cette douleur dans laquelle je suis, malgré ce deuil qui ne finit pas, malgré cette tristesse à laquelle je suis condamnée à perpétuité, une vraie perpétuité, je préfère être la mère de Ryan plutôt que la mère de l'un de ses sœurs. C'est très fort ce que tu dis. C'est ce que je ressens. Tu as déjà essayé de rentrer en contact
Tu as déjà eu la volonté de rentrer en contact? Avec qui? Avec les familles, avec les familles de ces gens, pour essayer, peut-être pas de comprendre, mais de faire comprendre peut-être ta douleur, ta condamnation à perpétuité, comme tu le dis, parce que quand on n'est pas dans ta situation, on peut que supposer, se mettre à ta place et se dire « Oh bah, moi je pense que je ferais ci, je pense que je ferais ça, je pense que je serais tellement en colère que je rentrerai en contact avec leur famille et que je leur dirai tout ce que je pense, mais on n'est pas dans cette situation. » Toi, qu'est-ce que tu as fait, Kira? Et de un, sur le plan du droit, on n'a pas le droit de rentrer en contact avec les familles. Et je pense que ça doit être la même chose de leur côté. Mais même si je devais rentrer en contact avec ces familles, je leur dirais quoi? Vous avez engendré des monstres et vous continuez à les défendre? Vous continuez à les défendre de toutes les façons? Moi, je pars du principe que quand on aime son enfant, on l'empêche de faire du mal. On l'empêche de se faire du mal. Il y a une phrase qui est devenue célèbre depuis quelque temps de Albert Camus, qui a été reprise par un très célèbre journaliste français. Un homme, ça s'empêche. On apprend à l'enfant qu'un homme, ça s'empêche. Même si tu es tenté par le délit, l'infraction, même un excès de vitesse, tu t'empêches, tu réprimes cette pulsion qui va à l'encontre des règles, qui va à l'encontre de l'ordre, qui va à l'encontre de la liberté des autres, de la dignité des autres, voire de la vie des autres. C'est aux parents de le faire. C'est aux parents de le faire. Et l'excuse de parents défaillants, c'est une excuse qui ne tient plus parce que le nombre de crimes et d'assassinats commis par les moins de 18 ans, je ne suis pas sociologue, ni criminologue, ni journaliste d'investigation. Et je n'ai pas voulu chercher pour venir te voir aujourd'hui avec des statistiques parce que ce n'est pas mon rôle. Je suis une mère en souffrance, je ne suis pas un journaliste. Mais il est évident que les crimes de sang qui sont commis par les moins de 18 ans sont en recrudescence continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons avancé dans la promotion des droits de l'homme. C'est très bien. Le droit des minorités, c'est très bien aussi. C'est tout à fait bien. Il faut avoir la chance de vivre à sa guise, à sa manière, dans une société libre et démocratique, comme on l'entend, sans être inquiété. Ça, c'est des droits fondamentaux. Mais quand vous voyez ces droits profiter à des personnes qui continuent à augmenter le taux de crimes, d'assassinats tous les ans et qui continuent à avoir le soutien, un soutien un peu subtil, un peu de la société, un peu de l'opinion publique, un peu des médias, un peu voire même de la justice. Cette tolérance que je trouve excessive vis-à-vis des assassins et criminels de moins de 18 ans commence à devenir très dangereuse. Parce que les mineurs peuvent, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent, parce que les mineurs ne sont pas incriminés, parce que les mineurs ne feront pas véritablement de prison. Est-ce qu'il faut faire de la prison quand on a commis un crime et qu'on est mineur? Justement, on arrive au sujet peut-être même de ma visite. Aujourd'hui, en France, les familles des victimes, quand nous arrive un drame ou une tragédie comme celle qui est arrivée à nous, il est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien de la part de la police judiciaire,
de Bobigny, ils ont été extraordinaires. Malgré le manque de moyens qu'ils ont, malgré le manque d'effectifs, le manque de place, le manque de tout. Mais ils ont tout fait pour nous soutenir. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier. Le tribunal de Bobigny, on a été aussi reçu par le juge d'instruction qui, lui, n'est pas notre avocat, mais il nous a assuré qu'il ferait tout pour établir la justice. Et pareil, le tribunal de Bobigny, il est débordé, on manque de moyens sur tous les plans. Et ça, il est évident qu'il faut faire quelque chose de ce côté-là. Mais à part ces premiers pas après l'assassinat de Ryan, moi, j'ai le sentiment que les familles de victimes, qu'est-ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont enterré leur enfant? Les marches blanches, les nounours, les doudous, les bougies, les mots gentils, et allez pleurer entre vous dans les groupes de parole pour personnes endeuillées. Pleurez loin de nous. Ne nous embêtez pas avec ça. Et puis même, après, il y a une solitude qui s'installe dans la vie des familles endeuillées. Parce qu'autour de vous, les gens ne comprennent pas pourquoi un an plus tard, tu es encore comme ça. C'est pas normal, va voir un psy. Et même les psys, des fois, peut-être qu'il est temps de prendre un antidépresseur. Non, moi je ne suis pas en dépression. Dépression, ça veut dire que quoi qu'il m'arrive, je suis en dépression. Moi, si aujourd'hui, par miracle, cette porte s'ouvre et que Ryan rentre, tout ce dont je souffre va partir en une fraction de seconde. Je ne suis pas en dépression, je suis en deuil. Et c'est un deuil difficile parce que Ryan n'est pas mort sur un lit d'hôpital. Il serait mort sur un lit d'hôpital d'une leucémie, d'une maladie ou même d'un accident. J'aurais au moins eu le temps de le prendre dans mes bras, de l'embrasser, de lui dire adieu. Là, on me l'a enlevé d'une façon la plus sauvage, la plus barbare qui existe, sans aucune raison. Ils ne le connaissaient pas, ils ne les connaissaient pas. Est-ce qu'ils ont fait de la prison, les responsables de ce crime? Ce n'est pas un secret non plus parce que ça a été relayé par plusieurs médias, qu'ils ont été en détention provisoire et qu'en décembre dernier, un an plus tard, bon nombre d'entre eux sont dehors sous contrôle judiciaire. Donc ils sont dans la nature? Ce n'est pas à moi de vous répondre. Quel est le but, quelle est la difficulté? Est-ce que c'est d'établir les responsabilités, les degrés de responsabilité, de qui a fait quoi dans ce crime, qui a porté le plus de coups, qui est considéré comme complice? Est-ce que toi, en tant que maman, en deuil, tu as besoin de voir ces criminels derrière des barreaux, d'avoir une conclusion, une punition? Je crois que aucune peine ne soulagerait ma peine. Parce qu'ils m'ont brisé. Ils ont brisé ma famille. D'habitude, les dimanches, on faisait toujours un repas et on se réunissait. Et même quand Ryan ne rentrait pas sur Toulouse, parce que des fois c'est fatigant, les billets sont trop chers, il restait à Paris, mais je savais qu'il était chez ma sœur le week-end, il mangeait avec elle et avec ses enfants. Il avait de très très bons liens avec sa tante. C'était pour lui une seconde maman. Donc on était tout le temps connectés, on était tout le temps en lien. Donc, même s'il n'était pas là physiquement, mais on savait qu'il était dans la vie sur Terre. Donc ça ne nous empêchait pas de faire quand même des repas, de rire, d'échanger, de profiter les uns des autres. Les anniversaires, quand il était là, c'était encore mieux. Mais quand il ne pouvait pas aussi se déplacer, on pouvait encore les faire rire, sourire, prendre des photos. Mais vivre comme toutes les familles. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire ça.
Aujourd'hui, nous nous évitons. Nous évitons de nous regarder dans les yeux. Nous évitons de pleurer les uns devant les autres. Et même quand on fait l'effort d'organiser un repas, j'ai le sentiment que nous jouons une pièce qui s'appelle la pièce des gens heureux, sauf que les acteurs sont très mauvais. Tout prend de l'énergie, même un sourire, une blague, une remarque. Tout prend de l'énergie, tout est souffrance. Et ça, je ne pense pas que je suis la seule à avoir, ou qu'on est les seuls à avoir vécu ça. Je pense que toutes les familles endeuillées vivent ça. Mais ce deuil, quand il vient après une mort naturelle, je pense qu'avec le temps, les choses s'apaisent. Et quand vous savez que c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui vous a infligé ça, il est inévitable de penser à la sanction. Quelle serait cette sanction? Qu'est-ce qu'il me faudrait comme sanction pour aller mieux? Ça pourrait ressembler à de la vengeance, et là, il y aura aussi des voix qui vont se lever. Elle cherche la vengeance. Parce que la vengeance est devenue maintenant quelque chose de péjoratif. Et pourtant, c'est un besoin humain. Oui. C'est un besoin humain quand vous vous sentez lésé, quand vous vous sentez injustement traité. C'est presque une émotion qui vient naturellement pour dire j'ai besoin d'être reconnue en tant que victime, j'ai besoin d'être réparée, j'ai besoin qu'on m'entende, j'ai besoin de crier sur les toits. Qu'est-ce que ça représente pour moi, la perte de Ryan? Mais on entend des messages subliminaux. Les familles des victimes doivent rester dignes, silencieuses, faire des marches silencieuses, pleurer en silence. Surtout pas la vengeance. Surtout. Et ces termes commencent à m'exaspérer ces derniers temps. Je comprends. Parce que la voix des victimes est étouffée. Oui. Alors que les droits de ceux qui commettent l'infraction sont portés par mille et une voix partout dans la société. La société vous demande en fait de jouer des rôles face à ce type de crime, face à ce type de situation. On vous assigne à jouer. Oui, ouais. Parce que si tu le fais pas, tu es considérée comme la mauvaise maman en deuil. L'hystérique complètement. Oui. L'hystérique complètement. Et entre les deux, il faut chercher comment est-ce que je peux être triste sans déranger au fait. Mais oui, mais alors qu'en fait, au fond de toi, tu as juste envie de crier, tu as juste envie de déverser ta colère. Peut-être que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de crier, de dire combien j'aimais Ryan, combien Ryan était important pour moi. Et combien tu souffres. Et combien je souffre de son absence. Pendant longtemps, alors qu'il était déjà mort, je l'entendais m'appeler dans la maison. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à effacer son nom de mon répertoire. Encore une fois, j'aimerais bien que les avancées dans la promotion des droits des hommes et des êtres humains soient équitables. Comme il y a des associations et des voix qui dénoncent les conditions de détention, les prisons, la situation des prisons et tout ça. Des fois même des voix qui vont plus loin que ça, les pauvres qui ont commis ces crimes. Finalement, ils ne sont pas si méchants que ça, mais ils n'ont pas eu de chance dans la vie. Mais qui a de la chance de la vie? Qui d'entre nous a eu de la chance dans la vie? On est tous, chacun de nous est porteur d'une souffrance. Je suis bien placée pour le savoir, je suis psychiatre.
tous les jours, je rencontre des personnes de différentes races, différentes religions, différentes idéologies, différents niveaux sociaux. Toutes ces personnes portent une souffrance. Si chaque porteur d'une souffrance doit aller l'infliger à un innocent, on n'a pas fini. Alors que, heureusement, que la majorité des personnes gèrent leur souffrance à leur façon sans nuire aux autres. Pourquoi cette tolérance pour ceux qui portent le mal, qui donnent la mort, qui se placent en Dieu, qui donne le droit de vie et de mort sur les innocents, ne sont-ils pas inquiétés? Tu as le sentiment d'être moins écoutée, d'être moins comprise en tant que victime, famille endeuillée, que pourraient l'être les coupables, les responsables, les criminels? Je ne parlerai même pas de ma personne, parce que depuis que Ryan est mort, je suis prise par une activité secondaire. J'ai contacté plusieurs personnes qui ont perdu des enfants, déjà pour avoir une vision objective sur ce que je ressens. Est-ce que je ne suis pas dans l'excès? Est-ce que je suis pas... Est-ce qu'il ne s'agit pas de ma relation propre avec Ryan qui était un peu visionnelle ou un peu ceci ou un peu cela? On se pose des questions. Et je cherchais à comparer ma tristesse à la tristesse des autres. Comment ils vivent ça? Quel ressentiment ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Et je suis sortie quand même, je n'ai pas fait de statistiques, mais je suis sortie quand même avec le sentiment que la société aujourd'hui, le message qu'entendent les victimes aujourd'hui, allez pleurer loin de nous. Et taisez-vous. Et on appelle ça la dignité. Et on appelle ça beaucoup de choses. La dignité, la famille appelée au calme. Oui, bien sûr qu'on appelle au calme, on n'est pas des sauvages. Mais je n'ai pas l'impression que l'évolution des droits des hommes évolue de la même façon des deux côtés, des agresseurs et des agressés. J'ai même le sentiment que, et c'est le sentiment des personnes que j'ai contactées, qu'il y a une tolérance excessive aux crimes de sang en France, surtout pour les moins de 18 ans. Le groupe qui a brisé ma famille, qui m'a brisée, il est fait d'une dizaine de personnes. La moitié peut-être était à une semaine de leur majorité, 1 mois de leur majorité, 2 mois de leur majorité, mais c'était des hommes bien constitués déjà. Pour poignarder Ryan qui avait un corps aussi athlétique, les muscles durs comme du fer. Il s'amusait à nous montrer ses muscles. On pouvait le toucher, c'était très dur. Traverser un corps aussi solide, aussi dur, aussi profondément à 2 reprises, c'est qu'on doit avoir au moins une force égale à celle de Ryan qui a 25 ans. Au moins. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas juriste. Encore une fois, je suis juste une maman. Une maman endeuillée. Encore une fois, condamnée à perpétuité, à vivre dans la tristesse, la désolation et la nostalgie. Je dis que l'ordonnance de 1945, qui a réétudié le droit des moins de 18 ans à une justice plus appropriée à leur âge, qui a des buts et des objectifs très nobles, rééduquer, résociabiliser, réadapter, réinsérer. C'était une loi très noble. C'était à la même époque les congés payés, c'était à la même époque la sécurité sociale, c'était à la même époque la retraite, tout ça. On était à l'époque dans une période qui poussait à ça. Les adolescents de l'époque sortaient de la Deuxième Guerre mondiale. Je suppose, la famine, la pauvreté, la guerre, je suppose qu'ils étaient chétifs.
et que la plupart d'entre eux, je n'ai pas de statistiques, je ne suis pas juriste ni journaliste d'investigation, je suppose que la plupart de ces jeunes gens qui faisaient des infractions en 1945, peut-être que c'était du vol parce qu'ils étaient affamés d'un pain ou d'une chemise à la Jean Valjean, ou même s'il y a des crimes, ça devait être extrêmement rare. Mais les adolescents de 45 n'ont aucun point commun avec les adolescents de 2023 qui ont tué mon fils. La société a changé 1000 fois. Et la loi, elle reste figée sur ça. Réinsérer, rééduquer, réadapter. Alors qu'on le sait très bien. On le sait très bien que l'adolescent qui tue de sang-froid, qui tue en acclamant une victoire, qui voit le sang couler, qui persiste et s'enferme dans le déni, dans le mépris, devant la souffrance, ça relève plutôt, je n'ai pas examiné ces personnes, mais ça relève plutôt d'une structure psychopathique, antisociale, où il n'y a rien à tirer d'elle. C'est pour ça que je me dis, je voudrais que les gens qui ont le pouvoir de changer les lois ou de les modifier même partiellement revoient cette ordonnance de 45. Les ados de 45 n'ont rien à voir avec les ados de 2023. La société a changé, et elle a changé vers plus de violence, de plus en plus violente, de plus en plus sanglante, de plus en plus sans pitié. Et puis ce phénomène de gang, ce phénomène de groupe. Je voudrais demander quelques points que je vais vous énoncer, si tu veux bien que je vais t'énoncer. La première chose, c'est que les incriminés dans des crimes de sang, même s'ils ont moins de 18 ans, mon souhait, c'est qu'on supprime cette excuse de minorité pour ces gens-là. Je pense que quand on a moins de 18 ans, même de 1 an ou 2 ans, si on est capable de prendre un couteau, de choisir une victime innocente, d'aller vers elle, de la poignarder à 2 reprises, à une zone où on sait très bien que la personne va mourir instantanément à l'artère fémorale, c'est que cette personne n'a aucune innocence d'un mineur. Parce que quand on dit mineur, dans l'esprit collectif, on pense à un petit garçon et une petite fille avec son nounours. Et ses doudous roses, ce ne sont pas des adolescents de cet ordre-là. Ce sont des adolescents qui ont déjà pris un autre virage depuis très longtemps. Et l'ordonnance 45 ne leur apportera rien du tout, à mon avis. Donc l'excuse de minorité, pour moi, elle devrait être enlevée aux moins de 18 ans qui commettent des crimes aussi barbares. Bien sûr, on fait la différence entre une bagarre qui tourne mal entre 2 adolescents, ou un adolescent qui pousse un autre, l'autre il tombe sur la tête, il décède suite à la chute, et entre un crime aussi horrible que celui qui a été commis sur mon fils. Et combien de Ryan sont morts comme mon Ryan? Combien? Même, j'ai commencé à compter, après j'ai arrêté, parce que ce n'est pas mon travail. Après les consultations, moi je revois les dossiers, les ordonnances, les certificats médicaux, je n'ai pas le temps d'aller regarder le texte de loi. Ce n'est pas mon travail. La deuxième chose, en France, il y a quelques années, quand on commettait un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool, tu es trop jeune, tu n'as pas connu cette période-là. Mais l'alcool au volant, il y a eu une époque où c'était un facteur de tolérance. Le pauvre, il avait bu, il a mal vu, il a mal apprécié. Donc c'est un accident qu'il n'a pas vraiment voulu. Tu le sais très bien que maintenant, quand on conduit sous l'emprise de l'alcool, si on commet un méfait, c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant. Ce que je dis aujourd'hui, si on a été capable de faire ça avec l'alcool,
on peut très bien aussi l'appliquer aux crimes commis en groupe. Parce que, là, aujourd'hui encore, les quelques articles que j'ai traversés, quand c'est le groupe, ah non, mais c'est le phénomène de groupe, il ne l'aurait pas fait tout seul. Mais non, c'est ceci, c'est cela. Ah, mais vous ne connaissez pas les quartiers. Si, je connais les quartiers. J'exerce dans le Mirail, 3100, c'est un quartier difficile, sensible de Toulouse. Je connais les quartiers. Pas en tant que victime, parce que là, je le connais d'une autre façon. Mais en tant que psychiatre, je le connais très bien. Je ne vis pas sur la planète Mars. Donc, le phénomène de groupe aujourd'hui, je sais que si on change la loi, que si commettre un crime en groupe devient un facteur aggravant, les enfants, qu'on appelle enfants, les moins de 18 ans, réfléchiraient 2 fois avant de suivre le groupe tueur. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'émission, parce que ce groupe qui a tué Ryan, ils ont traversé quand même près de 1 kilomètre à pied et sur moto, sans qu'aucun n'ait la présence d'esprit de dire « Oh, on va où là ?» Ils ont marché du Pré Saint-Gervais jusqu'au Lilas, la plupart étaient à pied, armés, sans se soucier de rencontrer la police, ou du regard des riverains, ou de quiconque. Et ils se dirigent vers Ryan, qui se trouvait dans un endroit à 4 mètres du commissariat, entouré d'immeubles avec des centaines de balcons, avec des caméras à l'entrée du quartier, de la rue et à la sortie de la rue, sans se soucier de rien. Mais mon Dieu, quel sentiment de toute puissance à ce groupe! Quel sentiment d'arrogance à ce groupe, de mépris à ce groupe pour la société. C'est pour ça que le phénomène de groupe, aujourd'hui, à mon sens, je ne suis pas juriste, mais je soumets ça aux personnes qui ont le pouvoir de le faire, de considérer que tuer en groupe, c'est plus grave que de tuer en solo. Parce qu'en solo, on réfléchit 3 fois avant de s'attaquer à un garçon qui fait 1,90 m. La troisième chose, comme je vous ai dit, depuis que Ryan est mort, j'épluche beaucoup d'articles. Aussi les mises en liberté, enfin pas les mises en liberté, les remises, de remises de peine. On le voit, des personnes assassinent, brûlent, violent. Je ne sais pas quelle est l'échelle. Je ne suis pas dans la justice, je parle en tant que mère. Et surtout si la personne a moins de 18 ans, elle va se prendre 15 ans. Sur les 15 ans, elle va faire 8 ou 9 ans. C'est-à-dire que la famille de la victime, elle n'a même pas le temps de ranger la chambre de l'enfant décédé, que l'autre est déjà dehors. Je le sais. Parce que là, 2 ans après la mort de Ryan, sa chambre est encore telle qu'il a laissée. Le temps, bon sang, nous qui sommes victimes, laissez-nous au moins le temps de ranger leur chambre. Parce que c'est important que la société renvoie ce double message. Le message à celui qui a commis l'assassinat ou le crime, disant qu'il y a une force au-dessus de toi, que tu n'as pas tous les droits, et que si tes parents ne t'ont pas appris le bien et le mal, c'est la justice et la société qui vont te l'apprendre. Le deuxième message, c'est à la famille. La fameuse phrase de De Gaulle, « Je vous ai compris ». Ce message que les victimes doivent entendre.
la société doit dire aux victimes, on vous a compris, on vous aide, on entend votre douleur. Aujourd'hui, même les groupes de parole des gens endeuillés, ce sont des associations 1901, c'est-à-dire que ce sont les endeuillés eux-mêmes qui les ont créés pour pouvoir pleurer en silence, loin de la société, pour ne pas gêner, parce que la douleur, elle gêne toujours. Bien sûr, il y a des émissions plus gaies. Pourquoi se prendre la tête avec une mère vêtue en noir qui pleure son enfant, quand on peut regarder une jeune de 20 ans qui excite la population? On peut aussi faire les deux. On peut faire les deux comme tu le fais. Mais je parle de la tendance sociétale. Mais la société peut aussi avoir de l'intérêt pour les deux et doit en avoir. Je l'espère. Et c'est ce qu'il faut. Je l'espère parce que Ryan est déjà mort. Rien ne me le ramènera. Si je fais cette émission, c'est pour aussi les prochains Ryan. J'espère que les lois vont changer pour qu'une mère, quelle que soit cette mère, puisse envoyer son gamin de 11 ans lui chercher une baguette de pain sans avoir peur. Aujourd'hui, on n'ose plus envoyer même un garçon de 22 ans acheter une baguette. Parce qu'on ne sait pas s'il va revenir ou pas. On n'ose plus envoyer nos enfants dehors. On les accompagne alors qu'ils sont adultes pour leurs activités. Parce qu'on a peur qu'ils tombent sur l'un ou l'autre. Ou sur un groupe. C'est pas normal de vivre dans des sociétés de peur comme ça. Ce n'est pas normal du tout. Je crois que si j'avais 20 ans en 2023, j'aurais réfléchi avant de faire des enfants. Parce que c'est très, très dur de perdre un enfant. Je le souhaite à personne. Kira, je te remercie pour ton témoignage. Comment on peut faire si on a envie de t'apporter du soutien à ta famille, à toi, à Ryan, pour que tu puisses avoir justice, qu'il puisse avoir justice? Déjà, peut-être diffuser cette émission, c'est déjà très bien. Et je te remercie pour ton invitation. Parce que quand on a quelque chose de gros sur le cœur, l'expression bien française, on a envie de le crier sur les toits. Oui. Et après, il y a une page de soutien, une page Facebook, qui s'appelle Justice, Soutien et Justice pour Ryan Lemouchi, où on met, tout le monde peut écrire pour dire, on donne des fois des nouvelles du procès, mais on écrit aussi des fois sur Ryan, ce qu'il était. Et on compte bien garder cette page Facebook jusqu'au procès. Et après, comment peut-on aider? Peut-être pas moi personnellement, mais tu vois bien qu'à la fin, j'ai fait quelques souhaits de changement de cette loi 1945. C'est peut-être adhérer à cette demande ou l'améliorer si... Faire la demande aux députés, des différentes circonscriptions. Voilà, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le président de la République et surtout les députés, parce que c'est eux qui changent les lois. Oui. Les députés de tous les partis. Oui. Parce que la question de la vie et de la mort, elle dépasse les orientations politiques. Oui. Que je sois de gauche ou de droite, que tu sois de gauche ou de droite, la mort est une. Ces gens-là, quand ils ont tué Ryan, ils ne savaient même pas qui il était. Ils ne savaient pas comment il s'appelait, ni s'il était politisé ou pas, ni de quelle religion il était. Ils s'en fichaient de tout ça. Ils ont juste tué une personne humaine. Et sauver les générations futures, sauver les enfants, sauver les adolescents d'aujourd'hui, sauver la société de cette violence, dépasse les orientations politiques. Quelle que soit l'orientation politique de la personne qui est en train de regarder cette émission aujourd'hui, là, il s'agit de la vie et de la mort. Donc, quelle que soit l'orientation politique, il faut que cette société arrive à protéger ses citoyens. Ryan est mort sur la voie publique, à 4 minutes du commissariat.
juste au pied d'une plaque qui s'appelle rue de l'égalité. Est-ce que ce n'est pas un message? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose? Quand on est arrivé sur les lieux, juste avant même l'enterrement, son sang était encore là sur la plaque. La mairie a nettoyé, mais il y en avait tellement de sang que le sang s'est incrusté. Et je voyais cette traînée de sang sur la rue, sur le trottoir. Il n'aurait jamais dû mourir là. Non, il n'aurait jamais dû mourir là. Voilà. Et ce n'est plus la rue de l'égalité. C'est une rue où une personne humaine qui n'a rien fait de mal est morte gratuitement parce qu'un groupe de malfaisants a décidé de sa mort et l'a désigné et l'a mise à mort délibérément, de façon programmée et calculée. Ils l'ont désigné, ils l'ont poignardé et ils sont partis, euphoriques et hilars, comme s'ils avaient emporté un trophée. Merci Kira en tout cas pour ton témoignage et j'espère que les souhaits que tu as formulés et qui sont plus qu'importants, je trouve, en tout cas à mes yeux, seront portés par des députés qui verront cette vidéo et que ce sera discuté au Parlement parce que c'est très juste ce que tu as soulevé et merci de l'avoir fait. Merci beaucoup. Ta parole va résonner, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous également d'avoir regardé et d'avoir suivi le témoignage de Kira. Si vous souhaitez apporter une marque de soutien, d'affection, parce que vous en avez simplement envie, vous avez la page Facebook et le lien cliquable qui est dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à parler de ce témoignage, du témoignage de Kira, de cette interview, à vos députés, ceux que vous avez élus, ceux qui vous représentent et qui pourront justement parler de cette fameuse loi de 1945 sur les mineurs au Parlement et la porter plus loin. Merci à vous, merci pour ça.